Dans cette vidéo, on va parler d'un truc que je voulais te parler depuis un petit moment. C'est dit dans le titre, c'est les finances. C'est quelque chose qui est une seconde passion à côté de la tech un peu. J'aime beaucoup la gestion de choses. La gestion d'un Home Lab, c'est rigolo. La gestion des finances, c'est aussi rigolo. Et il y a plein de trucs à dire. Et il y a plein de trucs que vous ne savez pas et que je ne savais pas il y a 2 ans. Et bah, je commence à avoir une petite bouteille maintenant dans les finances. Je commence à avoir beaucoup en fait les bases. Et bah, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comment bien gérer ses finances en 2023 avec ma méthode, même si c'est pas vraiment ma méthode, c'est une méthode traditionnelle que la plupart des gens font. Bien sûr, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais dire, chaque situation diffère et chaque situation financière a besoin de méthodes particulières. Là, en général, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est que des trucs assez classiques que tout le monde peut faire, que tout le monde devrait même appliquer. Et déjà, on va procéder par étapes. Déjà, on va savoir ce que c'est la différence entre de l'épargne et de l'investissement, parce que les deux n'ont absolument rien à voir. L'épargne, c'est quelque chose qu'on place, peu importe où, peu importe combien de temps, ça on verra plus tard. Et les intérêts qu'on va avoir sur de l'épargne, c'est des intérêts qui vont être faibles, qui sont indexés en général sur du livret A ou sur du LDD selon l'inflation. Donc là actuellement sur ces deux livrets, on est à 3%. 3% c'est énorme par rapport à il y a 2 ans où c'était du 0,5%. Sauf que l'inflation a énormément augmenté depuis 2-3 ans. Donc forcément en fait c'est indexé dessus. Donc vous gagnez rien en fait. Le but surtout, c'est surtout de sécuriser son patrimoine et d'éviter de laisser ça sur un compte classique, sur un compte courant. Et ces livrets sont régulés par l'État, donc quoi qu'il arrive, vous aurez toujours 3% à la fin de l'année. Et elle est surtout là la grosse différence, c'est qu'il n'est pas possible de faire de la perte sur de l'épargne. On fait de l'épargne pour épargner, pour peu importe la raison, mais on n'est pas là pour faire du gain. On est vraiment là pour mettre de l'argent de côté pour plus tard et qu'on est sûr de ne pas perdre. C'est là la grosse nuance. Et l'investissement à côté, ce qui diffère de l'épargne, c'est que oui, vous pouvez avoir des gros gains, du 10, 15, 20%, 30% de gains annuels, ou même mensuels, pourquoi pas. Par contre, la perte existe. Donc si vous mettez de l'argent en investissement dont vous aurez besoin dans les années récentes qui vont suivre, dans les 5 années qui vont suivre, à court terme donc, vous avez un risque de perte, et c'est là la différence, c'est vraiment le ratio gain-risque de perte. C'est plus on va miser gros, plus on a des chances de rapporter beaucoup. Par contre, on a aussi plus de chances de perdre beaucoup. Donc ça, il faut rien comprendre. L'épargne n'est pas un investissement, et l'investissement, ce n'est pas de l'épargne. C'est pas pareil. Et on va commencer par la base de chez base, c'est l'épargne de sécurité. Qu'est-ce que l'épargne de sécurité? L'idée de l'épargne de sécurité, comme son nom l'indique, c'est pouvoir sécuriser vos finances. Donc si vous avez des imprévus, style une grosse réparation sur une voiture, si vous avez une maladie qui tombe et que vous devez faire des soins rapidement, etc. Il y a plein de situations où vous aurez besoin d'épargne de sécurité. Cette épargne, elle sert réellement que en cas d'urgence. Et c'est tout, vous n'y touchez normalement jamais, c'est vraiment que de l'extrême urgence. Et l'épargne de sécurité, en général, on met ça sur un livret A, sur un LDDS, qui est son équivalent, qui est un livret de développement durable et sociable, ce qui est un peu plus sexy en termes d'éthique que le livret A. Et on a aussi le LEP, le livret d'épargne populaire, qui lui par contre a des rendements à 6,1% actuellement, ce qui est colossal, ou si c'est pas 7%, je sais plus. Mais c'est quand même, je crois qu'il me semble que c'est plus du double qu'un livret A. Et l'avantage, c'est que si vous avez des bas revenus, vous pouvez demander à votre banque d'ouvrir un compte LEP, parce que du coup, vous doublez littéralement vos gains, contrairement à un livret A. Donc ça, c'est vachement pratique si vous pouvez être éligible à un LEP. Et combien on met sur l'épargne de sécurité, c'est aussi important parce qu'on ne va pas mettre le livret A à 20 000 euros. C'est complètement con parce que vous perdez de l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure. L'inflation augmente plus qu'un livret A, c'est normal. Ce qu'on recommande en général, c'est de mettre 3 fois son salaire ou 6 fois ses dépenses mensuelles. Par exemple, dans mon cas, ça pourrait être un truc comme 5-6 000 euros environ. Moi, je le fais pas parce qu'en réalité, j'ai une situation qui fait que je peux me permettre de moins, et ce qui fait gonfler ce chiffre, c'est la voiture que j'ai en LDD. Et forcément, ça fait gonfler beaucoup. Mais en réalité, le LDD, l'avantage, c'est que j'ai pas de surprise. C'est que la voiture, elle ne m'appartient pas et je n'ai pas de frais cachés dessus. Hormis les kilométrages en plus que je vais faire et hormis les pneus que je paye, c'est tout. Donc en réel, j'ai pas de frais cachés dedans. S'il y a quelque chose qui arrive, boum, ça part au garage. Personnellement, moi, ce que je mets sur mon épargne de sécurité, c'est 4 000 euros. Je mets ça sur un LDDS parce que je trouve ça plus sexy qu'un livret A. Je pourrais m'ouvrir un LEP, mais le problème, c'est que la banque où je suis actuellement ne propose pas de LEP et ça me fait chier d'aller ailleurs. Tout simplement, du coup, je le fais pas. C'est une connerie, mais je le fais pas. La banque que j'utilise, c'est Boursorama, que je conseille vachement bien parce que ça fait maintenant 2-3 ans que j'y suis dessus et c'est juste
super cool pour ouvrir un compte sur un livret A, un PEA, peu importe, ça se fait boum comme ça en 2 secondes. Et l'avantage c'est que c'est une banque en ligne, du coup quand on fait de l'investissement sur du PEA, on a des frais qui sont très petits, contrairement à des banques traditionnelles. Et même niveau de la gestion, on peut gérer soi-même ses comptes plus facilement, plutôt qu'en banque traditionnelle, et on a quelque chose de beaucoup plus rapide à l'utilisation. Je trouve ça vachement plus sexy, certains ne m'auront pas, mais moi j'aime beaucoup. Et donc vous me voyez venir, si vous voulez ouvrir un compte Boursorama, vous avez un petit lien affilié dans la description, que je mettrai aussi dans l'article lié à cette vidéo, qui vous fait gagner 150 euros, oui c'est beaucoup, et moi ça me fait gagner 100 euros. Vous pouvez tester ça, vous avez un lien en bas dans la description. L'offre est valable jusqu'à lundi 24 de ce mois-ci, donc faites vite, sinon l'offre va passer, parce que normalement les offres c'est 100 euros de gain et 30 euros pour moi. Et une fois que j'ai rempli mon épargne de sécurité, qui pour moi est de 4000 euros, alors en général ce que je sais c'est que je mets 100-200 euros par mois avec virement automatique, on en reparlera un peu tout à l'heure. Comme ça je n'ai pas besoin d'y penser et ça alimente mon compte tous les mois. Je me suis arrêté à 4000 euros et maintenant ça passe dans le PEA. Le PEA c'est un plan d'épargne en action, ça vous permet d'acheter des ETF qui sont éligibles au PEA et qui vous permettent d'investir dans de la bourse avec des ETF. Un ETF, si vous ne savez pas ce que c'est un groupement d'actions, donc vous avez plusieurs actions de différentes entreprises. Ce qu'on recommande comme ETF, c'est les S&P 500, parce que les S&P 500 sont basés quasiment majoritairement sur les États-Unis, et ça prend les 500 plus grosses entreprises dans la bourse, et ça c'est vachement cool, parce que du coup, s'il y a Tesla qui se casse la gueule, on est sur les 500 plus grosses, donc Tesla ne fait plus partie des 500 plus grosses, et elle va être remplacée par un autre truc. Et en réalité, le S&P 500, de mémoire, il me semble que ça fait 12% de rendement annuel. Et on a un autre ETF qui est aussi très très populaire et qui est meilleur que le S&P 500 sur certains points. C'est le MSCI World. Et l'idée, c'est de prendre, il me semble, les 1000, je crois que c'est les 1000 plus grosses entreprises mondiales. Donc du coup, c'est pas réservé aux États-Unis. Donc s'il y a un problème avec les États-Unis, ce qui peut vite arriver, on parle des États-Unis, et en fait, vous perdez pas votre argent. Parce que le problème, c'est que si la bourse aux États-Unis se casse la gueule, vu que il me semble plus de 2/3 d'un S&P 500 est basé sur les États-Unis, là avec le World on n'a pas de souci vu que c'est différé entre les Europes, les États-Unis, la Chine, etc. Entre plusieurs nations. Par contre c'est un ETF qui coûte assez cher, on est il me semble sur les 400-500 euros un ETF, donc ça commence à devenir assez cher, il faut pouvoir se permettre de mettre ça tous les mois pour faire du DCA, on va en reparler un peu plus tard aussi. Et donc moi qu'est-ce que je fais avec mon PEA? C'est très simple. Je l'ouvre. Déjà, même si vous ne l'utilisez pas, ouvrez-le parce que le PEA, renseignez un peu sur le sujet, je ne vais pas creuser ça, mais vous avez 5 ans avant de pouvoir réellement l'utiliser, pouvoir retirer de l'argent dessus. Donc tout ce que vous mettez sur un PEA pendant 5 ans, considérez que c'est bloqué, que l'argent, vous ne pouvez pas y toucher. Donc c'est important de ne pas mettre énormément d'argent tous les mois parce que si vous mettez trop et que c'est de l'argent que vous auriez besoin à court terme, vous pourrez pas. Alors vous pouvez le retirer, mais c'est stupide. Donc ne faites pas ça. Mettez vraiment de l'argent dont vous n'avez pas besoin d'investissement. Donc dans le PEA, mettez uniquement ce que vous n'avez pas besoin et c'est ce que je fais. Tous les mois depuis maintenant presque un an, je mets 100 euros sur le PEA et tous les mois, en général, je fais un achat d'un S&P 500 de Amundi. Et acheter un S&P 500 tous les mois, ça me permet de lisser, mes revenus annuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse, c'est quand même très volatile. Un coup, ça peut descendre, ça peut monter, ça descend, ça monte. Donc le délire, c'est de lisser ça tous les mois. Donc on va faire un achat tous les mois pour à la fin de l'année, en fait, ça soit quelque chose de plus lisse. Et ça sur 10, 20, 30 ans. Vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, le S&P 500 en général fait entre 11 et 12%, c'est pas des chiffres exacts, mais dans l'idée c'est ça. S'il y a une année qui est moins bonne que l'autre, s'il y a un mois qui est moins bon que l'autre, ou s'il y a un mois qui est plus haut que l'autre, ça va lisser ça, et au fur et à mesure du temps, on va avoir des 6%, 7%, comme ce que je fais actuellement. C'est comme ça que j'ai eu mes 7%, j'ai pas mis, 1000 euros d'un coup, j'ai fait 7%. Non, c'est que j'ai mis tous les mois 100 euros, et là, ça fait une moyenne de 7% de rendement sur ce que j'ai mis. Et bien sûr, moi, le but du PEA, c'est de l'investissement qui est très long terme. C'est quelque chose que je vais utiliser peut-être dans 20, 30, 40 ans. L'idée, c'est déjà peut-être de me faire une retraite parce que la situation actuelle fait que constituer sa retraite dès 20 ans, c'est quand même vachement intéressant. Et j'ai parlé de 20, 30 ans, même 40 ans, même 60 ans, même 70 ans. L'idée, c'est que tous les ans, on fait 12% de revenus, on va dire. Mais si tous les ans, on fait 12% de revenus, ces revenus, ils restent sur le PEA. Et c'est là où on joue les intérêts composés. Renseignez-vous aussi sur les intérêts composés, c'est super intéressant. Mais si je mets 1000 euros, que j'ajoute 10%, ça me fait à la fin de l'année 1100 euros.
Ensuite, ces 1100 euros, je prends 10% dessus. Et en fait, ça fait une courbe comme ça, crescendo, et ça monte, ça monte. Et en fait, ben, au bout de 40 ans, il me semble, on double sa mise qu'on a mis tous les mois. Donc tous les mois, on met 100 euros, 100 euros, 100 euros pendant 40 ans. Et au bout de 40 ans, on double sa mise. Donc si en 40 ans, je mets 400 000 euros sur mon PEA, je gagne 80 000 euros en 40 ans. Donc je double ma mise. Et réellement, c'est réellement super puissant les intérêts composés. Ça joue sur du très long terme. Donc le PEA, c'est vraiment un des meilleurs moyens pour faire ça. Il y a d'autres investissements, hein. Il y a l'immobilier, même si c'est un peu plus complexe que juste un PEA. Si vous voulez gagner plus d'argent, vous avez deux méthodes. Un, gagner plus d'argent, tout simplement. Et deux, dépenser moins. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai négligé au début et que je fais que depuis en début d'année. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu un peu de mal à m'y mettre parce que le temps de trouver les bonnes méthodes, etc. Maintenant, j'ai mon petit tableur Excel qui me permet de faire ça et qui fonctionne très très bien. C'est tout simplement d'établir une sorte de budget, donc déjà de savoir dans quoi on dépense, c'est tout là le gros du sujet, c'est de tous les mois regarder tous vos comptes et voyez dans quoi vous dépensez le plus pour avoir quelque chose de ah bah putain, je paye 100 euros d'électricité, ça fait vachement cher, sachant qu'en plus en août il y a 10% qu'on se prend dans la gueule, donc c'est cher. Donc pourquoi pas en fait retirer le Home Lab parce que il n'y a pas réellement, y a pas de réel besoin en fait, il y a des alternatives qui peuvent fonctionner et qui me coûtent moins cher au long terme. Faisons ça et arrêtons de consommer à la balle de l'électricité, c'est de la perte d'argent en fait. Et c'est ce que j'ai fait moi il n'y a pas très longtemps, j'ai dégagé le Home Lab et je divise ma facture d'électricité par 2. C'est juste hallucinant. Mais vraiment, si vous pouvez faire un petit tableur de où part votre argent, d'avoir des petites catégories style la voiture, l'essence, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est électricité, tout ce qui est eau, loyer, peu importe, toutes ces petites choses, même les choses que vous payez comme ça, des random, hein, je sais pas moi, par exemple un MacBook Pro, mettez-les comme ça, vous savez dans quoi vous dépensez. Réellement, vous sous-estimez à quel point savoir dans quoi vous dépensez peut vraiment vous aider à gagner beaucoup d'argent. Si vous avez des dépenses compulsives, ça c'est la pire des conneries, là vous pouvez identifier dans quoi vous dépensez, etc. Et comme j'aime bien le dire, on peut améliorer que ce que l'on mesure, et donc mesurer dans quoi on dépense, ça peut améliorer vos finances. Et tout cet argent que vous économiserez au mois dont vous n'avez pas dépensé, parce qu'en réalité vous n'avez pas besoin de dépenser autant dans certains postes de dépenses, vous pouvez le mettre sur un livret A pour avoir votre épargne de sécurité. Vous pouvez le mettre en investissement pour faire votre retraite d'ici 30-40 ans, ou pouvoir, je sais pas moi, acheter un bien immobilier aussi, pourquoi pas. Il y a plein d'idées. L'argent, c'est un outil. Il faut vraiment le voir comme un outil. On peut en faire plein de choses. Il faut juste savoir dans quoi on l'utilise parce que c'est un outil. Et un outil, ça sert à faire des choses. Donc, faites des choses intelligentes avec vos outils. Tapez pas sur du verre avec un marteau. C'est con. Et la dernière partie de cette vidéo, je vais vous donner beaucoup même de conseils que j'applique moi au quotidien, qui sont des conseils récurrents qu'on trouve partout sur YouTube et sur le net, mais qui sont vérifiés et approuvés, et même approuvés par moi-même. La base de chez base, c'est se payer en premier, c'est-à-dire que dès que vous recevez vos salaires, vos revenus, peu importe un salaire ou pas, dès que vous avez vos revenus sur votre compte, mettez directement de l'argent de côté, donc sur un livret A, sur un LDDS, sur un PEA, mettez ça directement, faites même des virements automatiques. Moi c'est ce que je fais tous les 5 du mois, comme ça je suis sûr de recevoir mon salaire. Tous les 5 du mois j'ai un virement qui part vers tous mes autres comptes pour pouvoir alimenter ça, et du coup je me paye en premier. Vendez vos objets inutilisés, tout ce qui n'est pas utile chez vous, vendez-les, ça vous fait de l'argent vraiment gratuitement. Moi en moyenne je génère 50 euros par mois juste avec de la vente. Ce mois de juillet est un peu spécial parce que je me suis fait, pour le moment, on n'est pas à la fin du mois de juillet, je me suis fait 1025 euros, c'est juste énorme pendant que le Mimi est en train de me défoncer mon câble. Et petite astuce supplémentaire, c'est que dès que vous remplacez un objet par un objet qui porte la même utilité, si vous remplacez votre iPhone, si vous remplacez votre télé, si vous remplacez votre PC, si vous remplacez un sac, si vous remplacez, je sais pas moi, une Fire TV Stick par une Apple TV, vendez les anciens objets que du coup vous n'utilisez plus parce que ça va faire baisser le prix d'achat de ce que vous venez d'acheter. Et puis en prime, revendre ces objets, ça permet écologiquement et économiquement pour vous d'être positif. Donc ça c'est vachement cool. Pouvoir donner une seconde vie à des objets, c'est toujours cool. Donc faites-le, vendez vos objets. Tout comme on segmente des réseaux en informatique pour pouvoir sécuriser un réseau, vous pouvez faire la même chose pour vos comptes bancaires, et oui. Donc n'hésitez pas à segmenter vos comptes, d'avoir un compte pour certaines dépenses particulières. Et par exemple, moi je vais prendre ma situation, donc j'ai un compte chez Revolut où sont répertoriés tous mes revenus, donc tout ce que je gagne, ça va là-dessus,
qui est ensuite, cet argent est redistribué, comme je dis tout à l'heure, tous les 5 du mois sur d'autres comptes. Donc ça permet d'avoir un compte qui prend tout et qui après distribue. Donc pour la gestion, c'est quand même, je trouve l'idée pas mal sexy. On a ensuite un compte courant chez Boursorama qui me permet d'acheter tout ce qui est abonnement, tout ce qui est de l'essence, tout ce qui est dépenses en fait, donc peu importe. Donc surtout les abonnements en grosse priorité. Et bon, bah, c'est aussi ma carte qui me sert à acheter des petites choses sur Amazon, etc. de temps en temps. J'ai un compte N26 qui me sert uniquement pour les courses, donc pour acheter bah, de la nourriture tout simplement ou d'autres choses. Qui me sert aussi pour tout ce qui est en restaurant, etc. Donc tout ce qui concerne la nourriture et tout ce qui est consommable qu'on achète régulièrement, de produits d'entretien, etc. Des trucs à la con comme ça. Tout ça, ça part sur le compte N26 et j'ai un budget pour ça, donc tous les mois je me mets 150 € là-dedans. J'ai un LDDS, donc un livret de développement durable et social, je suis aussi chez Boursorama, qui me sert à mon épargne de sécurité. J'ai un livret A, ça c'est intéressant, j'ai un livret A qui me sert pour de l'épargne de consommation, donc qui me sert à financer tout ce qui est bien matériel. Par exemple, récemment je me suis acheté un MacBook, le MacBook a été financé par l'argent qui était dans le livret A. Et tout ce que j'achète en bien matériel, c'est de l'argent que j'avais dans le livret A. Je fais un virement sur mon compte courant Boursorama et ensuite j'achète. Comme ça, ça me permet d'éviter des achats compulsifs, ce que je fais quasiment pas, donc ça c'est plutôt cool. Et surtout, ça me permet de faire un peu d'épargne pour vraiment quelque chose de dédié à la consommation. Donc si j'ai envie d'acheter, je sais pas moi, un Ikea Besta, pur hasard, j'économise 300 €, donc j'économise 300 € sur mon compte. Une fois que j'ai l'argent, boum, je le mets sur mon compte et boum, j'achète. C'est très simple, donc ça marche aussi ça pour les voyages, si vous voulez épargner pour du voyage, ça marche aussi. Si vous voulez épargner pour faire un apport pour un véhicule, ça marche aussi. C'est des épargnes de consommation. L'idée, c'est que ça sert réellement à consommer. Et en dernier, j'ai un PEA qui me sert pour l'investissement long terme, comme j'ai expliqué en début de vidéo. Et si vous voulez un peu de chiffres sur moi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un point de comparaison, je gagne environ 1700 € par mois, donc c'est juste tout ce que je gagne en fait, donc c'est comprend tout sauf ce qui est revenu YouTube. Ça c'est compté à part, c'est pas compté là-dedans. Mais tout ce qui est vente, etc., c'est compté là-dedans dans les 1700 en moyenne par mois depuis janvier 2023. Et si ça vous intéresse, je vais vous mettre un petit tableur ici pour voir dans quoi je dépense, donc quelles sont mes répartitions. Alors, je vous ai donné le chiffre de 1700, comme ça, vous, avec les pourcentages, vous pouvez savoir à peu près dans quoi je dépense, donc combien je mets dans quelle catégorie. Donc par exemple, j'ai le loyer home. Le loyer home, c'est tout simplement mon loyer de la maison que je paye 550 € et qui représente actuellement 35% de mes dépenses mensuelles. Ce qui est pas trop mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si vous avez des sentiments complexes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pourra débattre de plein de choses. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de débats à faire sur les finances. C'est toujours un sujet à débat en France, donc c'est très rigolo. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il y a le petit lien Boursorama dans la description jusqu'au 24 qui permet de vous gagner 150 € et de moi gagner 100 €, donc c'est plutôt sexy, donc si vous pouvez le faire, ce serait plutôt cool. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!